Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News. Donc dans cette vidéo, on va faire le tour de l'actualité du jeu. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Et écoutez, sur ce, on est parti. Donc on va dans un premier temps revenir sur une annonce que j'avais fait en début de semaine sur mon envie de vous faire un potentiel let's play sur le jeu Final Fantasy VII original. Malheureusement, j'ai un peu grandement sous-estimé le travail que demande ce type de contenu et du coup, je vais devoir l'annuler. Voilà, je ne vais pas le faire finalement parce que d'une, c'est un peu trop long. Même si j'étais parti sur des vidéos d'1 heure, je suis déjà à 15 heures de jeu et je vois un petit peu ce qui me reste. Et jusqu'à la fin du jeu, des vidéos de 1 heure, va y en avoir une pelletée. Donc je trouve pas ça non plus très agréable. Donc ça va être un petit peu long. Et honnêtement, je pensais que ça allait être sympa. Mais je m'éclate pas forcément à tourner ce genre de vidéo. Alors je m'éclate à jouer au jeu, ça c'est pas le problème. Mais en faire une vidéo, c'est quand même différent. On joue au jeu quand même d'une manière différente que quand on joue en off tranquillement dans son canapé. Donc du coup, je vais annuler avant même d'avoir commencé. Comme ça évite d'avoir commencé et puis d'arrêter un projet en cours. Voilà, je préfère quand même annuler parce que ça va me demander un peu trop de boulot et je préfère me concentrer sur d'autres choses un peu plus essentielles sur ma chaîne. Je vous mettrai quand même dans la description le lien vers une vidéo qui va vous expliquer l'histoire de Final Fantasy VII original si vous ne l'avez pas fait, comme ça vous aurez le lore en tête. Et je vous mettrai également le lien vers le pack de mods que j'utilise sur le jeu pour rendre le jeu un petit peu plus joli, pour au moins avoir d'ailleurs le 60 FPS. Honnêtement, ça change quand même beaucoup de choses d'avoir le jeu en 60 FPS, donc c'est plutôt cool. Donc je vous mettrai le lien vers le pack de mods que j'utilise pour jouer à Final Fantasy VII original. Alors je rappelle, c'est un pack de mods, il n'y a pas le jeu intégré dedans. Il faut quand même que vous ayez une version du jeu chez vous pour pouvoir installer ce pack de mods. Sur ce, on va attaquer les news sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Donc on va commencer avec des news qui sont sorties en début de semaine, enfin en milieu de semaine plutôt, et que je n'ai pas couvert encore parce que j'attendais en fait la fin de la semaine, parce qu'il n'y avait pas grand chose non plus à dire. C'est la célébration des 77 jours depuis la sortie du jeu. Donc on a eu cette petite célébration qui a débuté mercredi. Avec ça, on a eu 1000 cristaux dans la boîte cadeau, c'est cool. On a un petit bonus de connexion sur 7 jours, je crois, qui nous donne également 1000 cristaux en plus. Et on a la coop de Ramuh qui est comptée dans cette célébration. Et là, je trouve qu'ils sont un petit peu malins parce que les deux dernières coops, c'était pas forcément des célébrations. La coop d'Ifrit et la coop de Shiva. Et là, ils se sont dit, plutôt que de leur mettre un event spécial pour la célébration des 77 jours, hop, on va rajouter le petit event Ramuh dedans. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? On peut récupérer jusqu'à 2100 cristaux dans cette coop de Ramuh, donc 1500 via les missions, où il faut faire 50 fois la coop. Je rappelle que si vous faites la coop en x3, ça ne vous compte que pour un seul, pour ces missions-là. Donc si vous ne comptez pas farmer Ramuh, faites-le en x1 plutôt qu'en x3, vous allez économiser de l'endurance dessus. Et il y a 6 stages également dans la coop de Ramuh qui nous donnent chacun 100 cristaux en première complétion, à condition d'arriver à faire les 6 évidemment, mais ils sont pas très compliqués honnêtement. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, je vous mettrai en description le Discord de la chaîne de Tamuril, voilà, sur lesquels je suis assez souvent sur son live le matin et je suis assez souvent sur son Discord aussi, et on pourra venir vous aider si vous voulez faire le Veryard 1, Veryard 2 sur Ramuh, juste pour le valider et récupérer les cristaux, ça y a pas de souci. Voilà au niveau de la coop de Ramuh. Il y a également un portail, mais le portail il est juste payant, donc moi ça m'intéresse pas trop parce que j'ai pas de gemmes rouges. J'achète le Season Pass, mais dans le Season Pass il n'y a que des gemmes bleues, il n'y a pas de gemmes rouges, donc ce genre de portail payant, moi je peux pas pull dessus, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Donc en tout, si on fait le calcul, 2100 cristaux de la coop de Ramuh, 1000 cristaux en bonus de co, 1000 cristaux dans la boîte cadeau, 4100 cristaux dans cette petite célébration des 77 jours, c'est quasiment une multi et demie, honnêtement, c'est pas vraiment dégueulasse. Alors, la coop de Ramuh, rapide, en plus des 1500 cristaux, on a les 20 toniques, c'est les mêmes récompenses que pour la coop de Shiva, donc ça, c'est plutôt cool, honnêtement, on prend avec plaisir, même si se taper 50 coop de Ramuh, vu la lenteur de la coop, c'est un peu une purge quand même. Je l'ai fait et je trouve que c'est un peu une purge, donc voilà.
Ensuite, l'event du crossover FF9 qui a son volume 3 qui est sorti ce matin. Donc on a des ajouts au niveau de l'événement et on a un nouveau portail qu'on ira analyser évidemment, le portail de Kujaroth, comme je l'appelle, hein, c'est Sephiroth avec le costume de Kuja, donc Kujaroth, voilà, et sa nouvelle arme, hein, donc on ira analyser ça un petit peu plus tard dans la vidéo. L'event, qu'est-ce qu'ils ont rajouté dedans? Donc ils nous ont rajouté un niveau X2 en solo, un niveau X en coop, et ils ont rajouté un niveau solo avec cette fois-ci des métal cactuars avant les 3 valseurs. Alors ces métal cactuars, au début je me suis demandé à quoi ils servaient, parce que j'ai fait le niveau et j'avais pas de bonus de drop. Et en fait c'est marqué ici dans la description, c'est que ça va nous permettre entre autres d'avoir un bonus d'XP supplémentaire dans ce stage. Donc on va pouvoir farmer les différents matériaux de l'événement de crossover FF9 et en plus de ça avoir un petit bonus d'XP pour monter nos personnages en même temps. Bon, personnellement je farme avec des persos niveau 60, hein. Le niveau il demande quand même 114 000, il est déjà relativement long à faire, hein. Les 3 valseurs sont relativement longs, et je vais pas m'amuser à pex des persos là-dedans non plus, mais pourquoi pas. On verra que dans la boutique, ils ont rajouté des choses vraiment très intéressantes, hein. Honnêtement, on voit ici un petit ticket d'invocation 5 étoiles, c'est plutôt cool. On a évidemment le costume et l'arme de Sephiroth qui vont donner des boosts de drop sur les aquamarines et sur les plumes noires seulement, pas sur les péridotes. Et derrière, voilà, il nous parle évidemment de la bannière, etc. qu'on ira voir un petit peu plus tard. Alors, au niveau de l'événement, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la boutique, au niveau des cristaux qu'ils ont rajoutés ce matin. Alors, au niveau de la boutique, on a l'Aquamarine 2 qui est arrivé. Donc, on a un ticket 5 étoiles garanti qui nous donne une arme 5 étoiles au hasard, on ne peut pas choisir, qui coûte 3000 plumes noires. On a des mithrils, et ça c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'en event on a des mithrils. Alors ici, je sais pas s'il y a une deuxième salve derrière ou s'il y en a que 10. Je pense qu'il y en a que 10 honnêtement, mais c'est déjà pas mal, 10, même s'il en faut 30 pour passer une arme 90. 10 c'est toujours bon à prendre honnêtement. On a des matériaux de craft de Materia 5 étoiles, donc ça c'est intéressant. Personnellement, je les conserve, je les garde. J'attends vraiment qu'ils améliorent ce système pour commencer à vraiment les utiliser. Donc je les garde de côté. On a des Memory Vouchers, et ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de les échanger contre des memories des persos de notre choix. Donc ça c'est cool. On a 50 memories de Barret, 50 memories d'Iris et 50 memories de Sephiroth. Donc ça... honnêtement, c'est vraiment très cool parce que ça nous évite de passer par les stages premium pour farmer les memories. Et comme on vient en plus d'avoir le sphérié de niveau 57 et 60 qui a été débloqué, pour aller chercher les différents nœuds, ça c'est très cool d'avoir des memories dans la boutique d'event. Bookmark Choco Booster, item pour crafter des matérias 4 étoiles et 3 étoiles, hein, donc ça on commence à avoir l'habitude. Une nouvelle salve d'items pour monter les armes, donc ça c'est cool, ça fait également de l'énergie d'économiser à ne pas dépenser dans les stages pour les matériaux d'armes, hein, donc ça c'est plutôt cool. Je crois même qu'il y a 2 salves de chaque truc, donc ça donne quand même pas mal de maths. Pareil pour les génopodes, et on a également des items pour augmenter le niveau des armes et des potions pour augmenter le niveau des matériels. Donc là, la troisième boutique, pardon, je vais y arriver, elle est pas mal. Elle est pas mal, et globalement, l'événement, il nous a quand même pas mal rincé, hein, parce qu'on a eu pas mal de memory, on a eu un ticket ici 5 étoiles garantie. Dans cette boutique-là, on a eu une multi en ticket classique et 5 tickets 4 étoiles et plus. Et dans la première boutique, on a vu, pareil, une multi ticket classique et 5 tickets 4 étoiles et plus. Ce qui fait une multi 4 étoiles et plus, 2 multi en ticket classique et un ticket 5 étoiles garanti. Honnêtement, c'est plutôt sympa, hein. Au niveau des missions, ils n'ont rien rajouté. On n'a pas de nouvelles missions event et on n'a pas de nouvelles dailies, hein. Donc les dailies, ce sont les mêmes. Donc là, il n'y a pas eu de changement. Et au niveau du coup des niveaux, je vous ai dit, ils ont rajouté un niveau X2 qui est pas facile, hein, parce que ils vous réservent une petite surprise au tout début, c'est que les valseurs au tout début du combat, ils vous envoient une attaque de zone, et celle-ci, elle fait déjà très mal, il faut l'encaisser, et derrière, il faut remettre évidemment son équipe à flot pour pouvoir les DPS ensuite. Et dans le X2, il vous en envoie pas une, mais il vous en envoie 2 d'affilée. Vous allez prendre une première attaque de zone, il va falloir vous remonter assez rapidement en vie, et quelques secondes plus tard, ils vont vous en envoyer une deuxième. Donc il faut être capable de tanker 2 attaques de zone et de pouvoir derrière se heal et continuer le combat. Donc il faut des personnages qui soient quand même un petit peu tanky, mais qui fassent un petit peu de DPS, parce que le Valseur 3, celui du milieu,
au bout d'un moment, il s'énerve et il vous met des one-shots, hein, il vous met un perso en glace et il vous met des 50k, donc c'est quand même un niveau pas facile. Moi je l'ai passé quand même assez rapidement, je commence à avoir une équipe qui est costaud en termes de PV, en termes de dégâts, donc ça c'est passé plutôt facilement chez moi, mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont se casser les dents dessus et peut-être ne pas le passer, parce que tanker 2 fois leur attaque de zone, faut quand même avoir un petit peu de stats défensives. Et ils nous ont rajouté le stage 18, hein, ici, donc c'est le stage qui a les différents pampas. Alors c'est pas 114 000, c'est 112 000, mais on voit les pampas ici qui nous donnent un bonus d'XP plus qu'un bonus de drop, voilà, à la fin de l'événement. Donc ça donne pas tellement plus de drop que le 15 hein, en solo. Et en coop, ils nous ont rajouté un Hex en coop. Et celui-ci, je l'ai trouvé très sympa. Donc je l'ai fait plusieurs fois sur le stream de Tamuril ce matin, hein, avec différentes personnes de la coop. Et honnêtement, je l'ai trouvé très sympa. Et on a passé un bon moment. Donc c'était plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment très cool, ce genre de niveau coop. Maintenant, le problème, c'est que de les faire avec des randoms, donc de les faire en matchmaking, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc c'est le petit point négatif que je mets à ces niveaux coop. C'est vraiment intéressant à faire avec des personnes que vous connaissez ou avec des connaissances sur un Discord, mais à faire avec un matchmaking de random, c'est l'enfer. Honnêtement, c'est l'enfer. J'ai fait quelques tries ce matin et on tombe avec de tout et c'est vraiment très compliqué, surtout sur un niveau X comme celui-ci où il faut tanker 2 grosses attaques de zone en début de combat. Voilà. Alors, voilà pour l'événement de Crossover FF9. On va rapidement aller check le reset de la coop, hein, parce que le reset de la coop, malheureusement, cette semaine, il n'y a rien de nouveau, hein, il n'y a pas de nouveau boss, enfin, du moins de mon côté. Donc, si vous êtes comme moi et que vous jouez depuis le début du jeu, normalement, vous avez tout clear les boss qui ont été mis ce matin. Si c'est pas le cas, allez récupérer les petits cristaux qui sont dans ces coops. Je rappelle que la première complétion est gratuite en énergie. Au niveau du shop de coop maintenant, donc on a évidemment des weapon parts à aller récupérer, weapon parts de barrettes, donc passez pas à côté, allez les chercher, c'est toujours ça de prix. Maintenant on va passer à l'analyse de la bannière de Kujaros, hein. Alors je sais pas, je pense que ça doit vous énerver que je l'appelle comme ça, les fans de Sephiroth, mais voilà, c'est Sephiroth avec le skin de Kuja, donc moi je l'appelle Kujaros, voilà, donc allez, c'est parti. Donc comme Iris, bannière mono costume et mono arme, hein, donc les armes de la wishlist sont pas à 0,8 mais sont à 1%. Voilà, c'est la même mécanique que sur la bannière d'Iris. Alors, au niveau de notre ami Sephiroth, le skin, il est quand même plutôt quali. En général, les skins sont quand même plutôt propres, hein. Donc on va aller voir ce qu'il donne. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Kuja, qui n'ont pas fait FF9, c'est ce petit personnage-là. Donc vous pouvez comparer un petit peu les deux skins, et on voit que le skin, il est quand même plutôt ressemblant au skin de Kuja, et si vous regardez bien, en plus, il a ces espèces de 2 petites boules de feu et de lumière ou de glace, et c'est des petites boules qu'on voit dans l'animation de lancement du skill de l'arme de Sephiroth, donc c'est plutôt bien fait. Honnêtement, je trouve qu'ils ont plutôt réussi ce petit mix entre Sephiroth et Kuja, qui sont évidemment les deux méchants, hein. Donc Sephiroth, le méchant de Final Fantasy VII, et Kuja, qui est le méchant de Final Fantasy IX. Voilà. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Au niveau des Air Ability du costume, pour moi, c'est le meilleur costume de Sephiroth en DPS magique. HP, c'est excellent, et boost de Magic Ability potentiel, c'est l'une des meilleures stats pour augmenter son DPS sur un DPS magique. Donc là, on est sur du 10 points, on est sur un niveau 2, 15% de DPS magique global avec Sephiroth. Évidemment, dans un build plutôt tourné glace, le costume qu'on avait au tout début avec Sephiroth qui augmente les dégâts de glace est meilleur. Le boost ici de Magic Ability, c'est surtout des boosts qui vont être beaucoup plus polyvalents. C'est-à-dire que vous n'allez pas être enfermé dans un élément, mais vous allez pouvoir taper plutôt correctement avec tous les éléments globalement. Et les HP, ça je trouve ça vraiment très bien sur un costume, parce que la M attaque et la P attaque, on peut facilement aller le récupérer sur des armes. Au niveau de l'arme maintenant, alors l'arme, je suis un petit peu mitigé. Donc l'arme, elle va faire 340% de dégâts magiques non élémentaires sur tout le monde. Elle va diminuer l'attaque magique de 2 rangs sur tout le monde avec un potentiel max de 2 et un potentiel max de height à partir de une étoile rose. Donc ça, réduire l'attaque magique de 2 sur tous les ennemis, sur le papier, c'est quand même très fort. En plus de ça, si votre Sephiroth il a plus de 50% de vie, on va également réduire l'attaque physique de 2 sur tout le monde. Donc globalement, l'habilité de l'arme, elle est quand même très forte. Ici, ça permet à Sephiroth
de ne pas être, enfin votre équipe du moins, de ne pas être dépendant d'autres personnes pour baisser l'attaque magique ou baisser l'attaque physique, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a que des armes qui soit baissent l'attaque magique en mono-cible, soit baissent l'attaque physique en mono-cible, et je crois qu'Iris a une arme qui débuffe l'attaque physique en multi-cible aussi, mais de 1 seulement, et pas de 2. Donc l'arme, sur le papier, elle est vraiment très forte au niveau de son habilité. Maintenant, actuellement, on a quand même rarement des combats dans lesquels il faut baisser les stats de tous les ennemis. Il y a quelques combats dans la tour des Cetra, par exemple, mais on peut très bien s'en sortir avec des debuffs mono-cibles. Donc on a rarement besoin de debuff vraiment tout le monde d'un coup, et jusqu'à présent, on s'en sortait très bien sans ce genre d'arme. Donc, est-ce que c'est vraiment une arme must-have sur Sephiroth? De mon point de vue, pas vraiment. Même si l'arme est forte à cause de son double debuff en zone, c'est pas vraiment une arme must-have. En plus de ça, de mon point de vue, Sephiroth, il n'a pas le rôle de debuffer. Il n'est pas là pour debuff, il est plutôt là pour taper. En général, vous allez mettre une arme à dégâts élémentaires et vous allez mettre Aonibi qui va lui permettre de se buff en attaque magique et derrière de taper comme un sourd. Pour moi, c'est le rôle qu'il a actuellement dans les différentes équipes. C'est un rôle de DPS et pas un rôle de sub-DPS debuffer. Donc du coup, cette arme-là, à la limite, ça lui ouvre les portes d'un build un petit peu plus hybride, mais du coup, voilà. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de comment est construit votre équipe autour de Sephiroth. Est-ce que vous avez besoin de ces debuffs parce que vous n'avez pas d'autres persos qui est capable de le faire? Dans ces cas-là, c'est une arme qui peut être très très intéressante. Maintenant, si vous avez déjà des persos qui sont capables de debuff l'attaque physique et de debuff l'attaque magique, je pense par exemple si vous visez Tifa en support, hein, Tifa elle a une arme qui debuffe l'attaque magique et une arme qui debuffe l'attaque physique, c'est pas spécialement intéressant d'aller chercher cette arme sur Sephiroth. Au niveau de ses abilities, maintenant elle va avoir un boost de M-Attack, donc ça c'est très intéressant, mais elle va avoir un boost d'ability potentiel et pas d'ability magique potentiel, donc ça c'est un petit peu regrettable quand même sur son arme, parce que le boost est un peu moins intéressant que si c'était un boost de Magic Ability potentiel. Alors ça reste une Air Ability très très intéressante celle-là, mais il faut déjà que vous soyez capable de monter au niveau 7 votre boost de Magic Attack et au niveau 7 votre boost de Magic Ability potentiel avant de commencer à passer à compléter en fait votre build avec ce genre d'habilité. Donc ça c'est un petit point négatif quand même sur l'arme, c'est qu'ils auraient pu mettre un boost de Magic Ability Pot, et ça aurait été peut-être un petit peu trop fort honnêtement au vu déjà du skill. Au niveau des matérias maintenant, on a deux emplacements de M-Attack Boost plus 20% et on a un emplacement de Sigil. Alors moi je suis pas fan des emplacements de Sigil parce que c'est trop niche. Évidemment s'il n'y a pas de Sigil triangle sur le combat, bah, c'est un emplacement qui est mort et qui donne aucun boost. Donc ça je suis pas giga fan hein, et c'est pas vraiment obligatoire pour break les Sigil dans les différents combats. On s'en sort normalement très bien avec des matérias Sigil classiques qui font un -3 en fait avec la posture d'attaque. Donc ça je suis moyennement fan, mais 2 boosts de M-Attack ça reste quand même intéressant. Maintenant je suis pas sûr que ce soit une arme qu'on mette en arme principale, je pense que c'est plutôt une arme secondaire pour la deuxième ability qui va être mise, donc ces slots de matérias c'est pas fou. Et au niveau de ses statistiques, on est quand même sur une arme qui ici a une M-Attack plutôt intéressante, hein, 544 quand on est en full, et on a 227 quand on est en 5 étoiles de base, mais voilà. Donc conclusion, le costume pour moi, meilleur costume pour un Sephiroth DPS magique parce que ça va le rendre beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus tanky avec les HP. Et au niveau de l'arme, ça dépend vraiment de comment vous avez construit votre équipe. Est-ce que vous avez besoin dedans? Est-ce que vous manquez de debuff ou pas? Parce que l'arme, en effet, est très forte grâce à son double debuff. Mais globalement, le rôle de Sephiroth, c'est aussi de mettre du DPS. Et du coup, si vous mettez cette arme debuff, ça vous fait que vous allez devoir enlever l'une des deux armes et peut-être casser un build de DPS pour passer sur un sub DPS. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, mais l'arme sur le papier elle est quand même très forte. Et je l'ai vu en action, ça reste quand même plutôt intéressant. Écoutez, voilà pour cette petite mise à jour, cette petite vidéo sur les nouveautés de Final Fantasy IX Ever Crisis, donc de Final Fantasy VII Ever Crisis, pardon. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez invoqué sur la bannière de Sephiroth ou pas du tout hein? Est-ce que comme moi, vous avez gardé vos précieux cristaux pour les bannières du mois de décembre et les fêtes de Noël, hein, évidemment. Donc voilà, donc moi vous voyez j'ai 53 000 cristaux, je compte continuer à packer, donc on verra les prochaines bannières un petit peu si j'invoque ou pas. Si j'invoque de toute façon, vous le saurez, il y aura des vidéos invocations dessus. Sinon si j'invoque pas, vous le saurez également lors des analyses des différentes bannières. Voilà.
Et bah écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.